Monsieur Olivier Barraud. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, je vous salue pour cette présentation des vœux de 2019 et je voudrais en particulier, comme chaque année, remercier les jeunes de Châtelet et leurs éducateurs qui, après ces quelques discours, vont nous assurer le buffet annuel bien organisé comme ils le font régulièrement. Je voudrais aussi en profiter pour remercier les équipes qui ont participé à l'organisation de cette belle manifestation de ce soir, et en particulier Vincent Loger sur la communication et la société La Belle Verte, qui sont à l'origine de ce spectacle que vous avez, et aussi de la réalisation avec Géraldine Langlois, notre journaliste, de la chaîne d'union exceptionnelle que vous avez reçue en arrivant dans le site. C'est une année particulière, l'année des 60 ans, et j'en profite pour saluer Daniel Dubois, l'ancien directeur général d'Alter Ego, qui aujourd'hui a en charge l'organisation de l'ensemble des manifestations pour ce 60e anniversaire de la LFA. C'est l'année des 60 ans, comme vous l'avez vu sur le logo, c'est 60 ans d'aventure humaine, puisque l'objectif principal, ce qui donne du sens à l'action de la LFA, c'est son ADN originel, qui reprend la solidarité, l'innovation, l'humanisme, le respect et la tolérance. Et ici, dans ces lieux, la gare Saint-Sauveur, c'est un lieu symbolique. Je regardais pour vérifier un peu où on était. Cette gare, enfin ce site, cet espace était au XIIIe siècle une léproserie. Puis au XIXe siècle, c'est devenu une gare. Et qui dit gare dit train, dit voyage. Donc une gare, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie. On y participe à des aventures, à des connaissances, à des rencontres. Et le train, c'est celui qui nous emmène faire ce voyage que nous avons pour la LFA, entamé depuis 60 ans. Paulo Coelho écrit « La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare ». Je pense que la vie, c'est en effet le train, parce que le train, c'est le symbole du voyage. Et la vie est un voyage magnifique qu'il appartient à chacun d'entre nous de profiter pleinement. Le voyage rend aussi modeste, et les voyages de la LFA lui ont appris à être modeste. Flaubert écrivait que le voyage rend modeste, on voit mieux la place minuscule qu'on y occupe. Vous avez vu dans le film, à l'instant, une reprise des différentes grandes périodes de l'association. Un peu comme dans nos vies personnelles, chaque expérience personnelle et professionnelle vient apporter une compétence supplémentaire, vient enrichir nos compétences supplémentaires et nous prépare pour surmonter les avatars du futur. Eh bien, de cette période que nous avons vécue, on a gardé au sein de la LFA ces compétences que l'on utilise et qui font partie aujourd'hui de notre nous. La première période, la période des fondateurs, c'est la période où on a osé l'innovation. Vous avez des gens qui se disent, il faut apporter une réponse, on invente la réponse et on met en œuvre la réponse. C'est un peu la start-up aventure de l'époque. On ne parlait pas de start-up en 1959, mais ces trois personnes, à partir d'une idée, ont lancé une start-up, se sont lancées à fond dans la start-up et ont réalisé leur projet avec un peu d'enthousiasme, un peu aussi d'engagement fort. Et pour reprendre l'expression d'Alain Fournier qui disait « Ah, frères, compagnons, voyageurs, comme nous étions persuadés tous deux que le bonheur était proche et qu'il allait suffire de se mettre en route pour l'atteindre. » Les trois fondateurs se sont mis en route pour l'atteindre, et c'est cela que l'on a gardé aujourd'hui encore au sein de la LFA dans notre façon de travailler, dans notre façon de partager avec nos collègues et nos confrères. Ne jamais perdre cette idée, cet esprit, c'est savoir l'accompagner, c'est savoir aussi le reconnaître quand on croise d'autres associations avec lesquelles on organise des partenariats. Et je salue ici deux associations, le président a cité les Jardins de Cocagne qui sont bien représentés, avec Jean-Louis Poilon et une partie de son conseil d'administration. Mais je voudrais aussi citer l'association Un, deux, trois Soleil dans le Pas-de-Calais, avec Angélique Delepeau et un certain nombre de ses administrateurs. Voilà une association qui est partie d'un projet, qui a une idée, qui l'a mise en œuvre et qui l'a lancée avec un encadrement essentiellement de bénévoles. Ce sont des gens qui se sont lancés et c'est ces idées-là, c'est ces projets-là auxquels une association comme la LFA doit contribuer à apporter son soutien, à être une sorte d'incubateur d'innovation dans ce contexte.
Je souligne aussi que la première période, c'était la période parmi les fondateurs, de la découverte de ces métiers, du lancement de ces métiers. Et il y a notamment Alain Dubois, donc, le président de la RTS, qui a été, et vous le verrez dans la chaîne des Lions, le premier éducateur diplômé de la LEFPA en 1963, je crois, si je me trompe, il me corrigera. La deuxième période, c'est la période des années de croissance. Les années de croissance, la LEFPA s'est développée en métropole, outre-mer, pour conclure sur OCEJA, le grand projet qu'on vous a montré et qui aujourd'hui existe encore. Cette extension géographique et d'activité a permis de créer une matrice magnifique avec des cultures différentes, avec du multiculturalisme, avec des professions différentes. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui travaillent sur les maladies respiratoires, des gens qui travaillent sur des CHRS, des gens qui travaillent sur du handicap pour adultes et pour enfants, c'est à chaque fois donc l'apprentissage de travailler ensemble, l'apprentissage de respecter l'autre dans son métier différent, dans sa culture différente, tout en partageant les mêmes objectifs qui sont d'accompagner chacun dans son projet. Je pense qu'il nous reste de cette période, entre autres, cette capacité à faire travailler ensemble des gens qui sont de la Creuse, ou de Guadeloupe, ou de Martinique, ou de La Réunion, et de considérer à un moment donné que tous ces gens, même si sur le terrain ils sont d'abord de leur territoire, ils sont aussi et surtout des collègues et des collaborateurs de la LEFPA. Les années qui ont suivi sont les années un peu de la refondation de la LEFPA. Ces années ont appris à notre association et à notre organisation à surmonter les crises, à accompagner et à vivre le changement. Parce que le changement est quelque chose de permanent. L'impermanence serait le non-changement, le changement est continu. Et donc la LEFPA a appris à savoir se réorganiser, à savoir évoluer, à savoir se transformer. Tout ça depuis 2006, le président l'a évoqué rapidement, la LEFPA s'est beaucoup développée. Depuis 2006, la LEFPA s'est beaucoup développée. On va prendre quelques exemples. Sur 5 ans, depuis les 5 dernières années, on investit en moyenne entre 10 et 15 millions d'euros pour améliorer les services rendus aux personnes que l'on accueille. Notre budget a augmenté de 45%, nos fonds propres de 22,5%, nos effectifs, le président le rappelait, de plus de 30% depuis 2012 et ils ont doublé depuis 2000. Et enfin, dans les 200 établissements et services et lieux d'accueil que nous avions en 2018, en incluant Alter Ego, nous accueillons plus de 13 000 personnes, ce qui représente une augmentation de 100% depuis 2012. En effet, comme le disait le président, par le développement et le renforcement de mesures d'accompagnement à domicile, et en particulier d'AEMO dans certaines régions. Tout ça, c'est des chiffres, c'est de la culture, mais ce qui est important, c'est d'avoir des professionnels qui sont engagés pour une offre centrée sur la personne accompagnée. Le message principal de la LEFPA, c'est de dire accompagner chacun dans son projet. Le passé nous inspire, ce que l'on a fait nous inspire. Il faut vivre pleinement le présent, puisque c'est la seule chose qui soit réelle, et préparer sereinement l'avenir. Le président le rappelait, la LEFPA prépare sereinement l'avenir. Et l'avenir, c'est de mettre en œuvre, de continuer à mettre en œuvre la promesse de la LEFPA qui est d'accompagner chacun dans son projet. Chacun dans son projet, ça veut dire accompagner les personnes accueillies, considérer que chaque enfant, chaque adulte qui est accueilli est le héros du film de sa vie. Et somme toute, nous ne sommes que les acteurs secondaires qui permettent de réaliser ce magnifique film. Et je crois que l'engagement des professionnels est aussi important pour nous. Et la LEFPA donc, apporte une attention particulière à chaque personne accueillie, à chaque salarié, à chaque collaborateur. Et c'est un projet donc, humaniste qui repose sur un mode de management qui s'appuie sur l'empathie et la bienveillance. L'empathie, ça veut dire accompagner chacun. La bienveillance, c'est une position. Et ça n'est ni de la faiblesse, ni de la fragilité. On doit être empathique et bienveillant dans notre mode de fonctionnement parce que le cœur de notre métier, c'est d'accompagner les gens. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Je vais vous raconter quelques histoires. On ne peut pas ne pas ramener à des vraies histoires humaines. El Rotringo, est-ce que ça vous dit quelque chose? El Rotringo, c'est un artiste, je pense qu'il doit être parmi nous, je ne sais pas s'il est arrivé.
El Rotringo, Jean-Jacques Tachian, dont on a fait le portrait sur l'une des chaînes d'Union, et je salue Guillaume Loger, qui est l'auteur de tous ces magnifiques portraits. El Rotringo, c'est un enfant qui a fait ses classes à la maison Pestalozzi, à Saint-André, et qui aujourd'hui est un graphiste reconnu. Il a, dans son explication, il dit qu'il s'est construit au sein de l'établissement d'Alefpa, qu'il a découvert la culture au sein de l'Alefpa, et que quelque part, le El Rotringo d'aujourd'hui, le Rotringo, puisqu'il a enlevé le L dans son pseudonyme, le Rotringo d'aujourd'hui est un enfant de l'Alefpa. Ces histoires de vie, ces romans de vie, vont faire l'objet sur l'année 2019 de publications d'ouvrages qui sont réalisés par une écrivaine, Anne Mulpa, qui travaille avec des équipes de l'Alefpa, et en particulier donc, avec Pascal Meyer, Laurent Piles et Guillaume Loger. Et donc tout au long de l'année, on aura des livres qui vont paraître et qui seront à disposition. Et je voudrais ici saluer la mémoire d'Alain Rombach, administrateur de l'Alefpa, décédé l'année dernière, qui s'est beaucoup investi pour que ce projet aboutisse et pour que ce projet puisse être l'un des projets phares de nos 60 ans. L'aventure humaine, l'aventure des hommes, l'histoire, c'est aussi l'histoire des salariés. Nous sommes, le président le rappelait, un peu plus de 2600 salariés, et chacun d'entre nous a son histoire au sein de l'Alefpa. Je voudrais profiter de ce moment particulier pour saluer ici le directeur territorial du Limousin, Pascal Huguet, qui est aussi, alors lui c'est sûr, il est dans la salle puisque je l'ai vu, il est même accompagné de son épouse, que je salue aussi. Et Pascal Huguet, qui part à la retraite cette année, est entré à l'Alefpa en 1978. Il part en retraite en 2019. Il a fait toute sa carrière au sein de l'Alefpa. C'est un monsieur extraordinaire, je vous invite à le rencontrer pendant le cocktail qui suivra. Il a commencé comme moniteur éducateur dans la DESAT et il est aujourd'hui directeur territorial du Limousin. C'est l'exemple type d'une carrière, d'une vie, d'une adhésion à des valeurs et de faire en sorte que l'Alefpa doit aussi permettre aux collaborateurs de poursuivre leur carrière, de faire leur chemin, de les accompagner dans leur projet, accompagner chacun dans son projet. J'espère, Pascal, que tu es heureux d'avoir été accompagné par l'ensemble de mes prédécesseurs dans ton projet à l'Alefpa. Et nous, en tout cas, on est très heureux de la façon dont tu as porté ton projet. Un autre exemple, dans un établissement en Haute-Marne, je crois, un psychologue me dit il y a quelques années, moi j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien devenir directeur. On l'a encouragé à suivre une formation et depuis quelques semaines, il est directeur dans la Creuse. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Pascal a fait toute sa carrière et il accueille un directeur qui vient de se former au métier de directeur alors qu'il était psychologue. Il s'appelle Rodolphe Daillé. Les histoires de vie, c'est aussi la vision de ce que l'on fait. La vision de ce que l'on fait, et vous avez dû remarquer, je pense, en entrant dans la salle, une magnifique fresque. Cette fresque, elle a été réalisée, c'est un tableau qui a été fabriqué, qui a été construit, qui a été conçu par un artiste qui s'appelle Amaury, qui est là. Et Amaury, donc, a conçu le tableau. Ils ont découpé le concept du tableau et il a été réalisé par morceaux par 4 établissements de l'Alefpa dans le Nord. Les 4 établissements, c'est la Maison Paul Machy, Albert Châtelet, Jacques Poli et Denis Cordonnier. Ces établissements et leurs directeurs ont chacun fait 2 tableaux pour constituer la fresque totale. Ça démontre ce travail donc, qui est magnifique, qui a été porté par Stéphanie Bécard, qui est administratrice et qui s'occupe en particulier du club Mécénat Nord, et qui montre que la culture est un vecteur extrêmement intéressant pour permettre aux jeunes qu'on accueille dans nos établissements de s'intégrer, de s'insérer dans la société. La culture est... on ne voudrait pas de parler de sport, parce que on parle toujours de sport à l'Alefpa. La culture et le sport. Sur le sport, on a chaque année nos Alefpiades et le raid solidaire. Le raid solidaire, c'est des moments extraordinaires. L'année dernière, on avait salué Anthony, qui était présent et qui est encore présent aujourd'hui,
qui avait suivi le leader du RAID pendant toute l'année, pendant toutes les 2 journées. Et c'est véritablement un moment où on vit l'ALEFPA de l'intérieur. Le RAID solidaire et les ALEFPIAD, cette année, vont se dérouler dans le Nord, autour de Douai et Cambrai. Et en ce qui concerne le RAID solidaire, donc on est en train de bâtir l'itinéraire avec Lionel et puis Fata pour aller le tester et faire en sorte que ce dernier week-end de juin soit encore une période extraordinaire, un moment de vie fantastique. Tout cela pour ouvrir sur l'ambition. L'ambition de la LEFPA, c'est, je le rappelais, de mettre en œuvre la promesse de notre association, à accompagner chacun dans son projet, continuer à le faire et le faire de mieux en mieux. Pour le faire, la LEFPA a cette particularité d'être l'association, ce qu'on appelle l'association des territoires. C'est un peu la spécificité que l'on a héritée de nos prédécesseurs et qui permet de prendre en compte en permanence de la spécificité de tel ou tel territoire dans les prises de décision. Nous ne sommes pas une association autocentrée au niveau national et dont les décisions s'imposent au niveau territorial. Il y a des interfaces permanentes entre les services. On a des comités de direction élargis qui nous permettent d'associer les directeurs territoriaux et les directeurs des territoires. On utilise les nouveaux outils de communication pour pouvoir faire des réunions le plus souvent possible et partager. Ça donne au pouvoir public, qui sont nos principaux partenaires, une certaine sécurité. La sécurité d'avoir une grande association avec des services, avec des services de qualité, des services juridiques, etc. Une solidité financière, mais aussi la proximité. C'est-à-dire que l'offre qui est bâtie pour répondre à un appel à projet pour les mineurs non accompagnés dans le Nord est une offre spécifique qui tient compte de la particularité de ce territoire. L'offre qui est construite pour répondre à la prise en charge d'une maison relais en Guadeloupe est aussi spécifique. Et c'est ça la particularité de la LEFPA, c'est d'être capable en permanence, en fonction de l'axe dans lequel on est, d'être à la fois une association locale, jamais la plus grosse association locale du territoire, ce qui donne une certaine liberté pour oser, mais aussi d'avoir la sécurité d'être une grande association, une grosse association qui donne la sécurité. Ça, c'est le premier point, l'association des territoires. Le deuxième point, c'est renforcer les alliances. Si on veut être une association des territoires, il faut l'être dans le respect des partenaires, dans l'accompagnement des partenaires. C'est l'exemple des MNA, des mineurs non accompagnés, puisque, comme le rappelait le président, nous avons en charge 600 mineurs non accompagnés, et je précise que c'est 600 fois une vie, c'est 600 fois une personne que l'on accompagne. Et nous avons travaillé avec des associations, avec la SRL et avec Temps de Vie et Alter Ego. L'objectif était quoi? L'objectif était de proposer une offre qui soit souple pour le département et d'être en capacité en même temps d'assurer la globalité de la prise en charge demandée. Je pense que ces modèles d'organisation adaptés, qui ne sont pas monochromiques comme ils peuvent être envisagés, doivent être mis en place. C'est-à-dire que la force que l'on a, c'est ce multiculturalisme qui nous permet de faire travailler ensemble des organisations avec des cultures différentes dans le respect des uns et des autres. Et c'est une chance, parce que ça nous permet de faire de la co-construction sur des projets. Ça nous permet aussi d'accompagner des associations sur les territoires. On pourrait citer Mayotte, le territoire sur lequel on est en train de s'implanter, et pour lequel on est en partenariat avec une association locale qui s'appelle OZM, ça veut dire prendre soin de personnes handicapées. Enfin, c'est l'acronyme. Et avec Gadget, qui est une association qui prend en charge les gens du voyage, qui souvent ont des problématiques qui sont proches de celles que l'on peut avoir dans la protection de l'enfance ou dans les gens en difficulté, mais qui est spécialisée sur une population particulière. Donc on accompagne Gadget avec nos outils, et Gadget nous accompagne sur la connaissance et la reconnaissance de ce public particulier. C'est aussi, et je salue les membres du conseil d'administration, l'association Bernard de Vulder, qui est un EHPAD dans le Pas-de-Calais, qui fait partie du réseau de la LEFPA avec lequel nous travaillons en toute confiance.
l'association des territoires, renforcer les alliances, s'engager, entrer résolument dans la transition écologique. Quand on parle du sujet, on ne sait jamais à quel niveau il faut se placer. C'est-à-dire que soit on est dans une vision politique éthérée, la planète va à la catastrophe, soit on est dans une remise en cause de notre fonctionnement quotidien. Est-ce que demain, je vais changer mon mode de transport? Nous, on pense qu'une association comme la LEFPA ne peut pas changer la planète, ne peut pas révolutionner tout ça, mais par contre, elle peut apporter sa pierre. Apporter sa pierre, ça veut dire que tous les projets que nous portons désormais devront avoir une dimension développement durable, devront avoir une dimension qui prendra en compte sur toutes les constructions des énergies renouvelables. De la même manière, nous avons travaillé sur l'écomobilité, à l'exemple de ce que nous avons fait en Guadeloupe, où notre directeur et l'administratrice territoriale, qui vient hélas de décéder hier matin, et donc je salue sa mémoire, ont lancé un projet complet avec des véhicules électriques, des bornes solaires, qui permet de montrer qu'une association peut parfaitement s'engager par des actes sur la transition écologique. La transition écologique, mais aussi vivre la transformation numérique. Ça, c'est un changement sociétal extrêmement important. Entre la façon dont on a appris à travailler, la façon dont nos enfants travaillent, entre nos réseaux, entre les réseaux que les jeunes utilisent au quotidien, il y a un monde qui s'est complètement développé, et il faut que dans nos prises en charge, il faut que dans la façon dont on accompagne les jeunes désormais, on ait en compte ces éléments-là. De la même manière, il faut que les jeunes, quand ils viennent chez nous, les adultes, quand ils viennent chez nous, ils n'aient pas moins de connexion, moins d'outils que ce qu'ils peuvent avoir à la maison, tout cela dans le respect des droits et libertés de chacun. On a un grand plan qui a été lancé par notre directeur des systèmes d'information, Pierre Dubois-Desprez, qui, d'ici 2021, fera en sorte que l'ensemble des établissements seront remis à jour en termes d'accès à Internet et de fonctionnement sur Internet. Je disais tout à l'heure que nos grands prédécesseurs, nos grands fondateurs, nous ont laissé l'idée de oser l'innovation. Je crois que c'est un message important pour nous. Il faut être force de proposition. Il ne faut pas hésiter à dire, nous, on est d'accord pour faire ce projet-là, à condition qu'il y ait telle et telle dimension. Il faut savoir ce que l'on est, il faut savoir ce que l'on veut faire, et il faut aller au bout de nos projets. On a tenté, à Valenciennes, avec le projet Média, qui est un projet qui remet à l'emploi des gens en grande difficulté, et puis sur 2 régions, sur la prise en charge de ce qu'on appelle les publics complexes. Vous savez, c'est des enfants qui passent de maison en maison et dont on ne sait pas où ils vont aboutir. Ces enfants, ils méritent d'être accompagnés avec une vision particulière. Les 2 projets que l'on a, il y en a un qui se déroule dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce que c'est la réponse? C'est de dire, on ne peut pas médicaliser. La question n'est pas toujours de médicaliser, parce qu'on pourrait penser, on n'a qu'à créer des ITEP, des places ITEP. La réponse peut être éducative. Le Regain, le projet qui est porté par Olivier Rac dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, est en train de démontrer, par la preuve, par l'action, que c'est possible. Le département a investi sur la prise en charge de 6 enfants, qui avaient en moyenne 2 années de retard scolaire, minimum, qui ne restaient pas dans les établissements dans lesquels ils étaient affectés, et donc on se demandait s'il ne fallait pas les mettre en ITEP. On est parti du principe qu'avec un accompagnement, une restructuration éducative, on allait réussir à les reprendre. Ça a été un travail de titan. Et on constate quoi? On constate qu'après une année scolaire, sur les 6 enfants, 5 d'entre eux ont tenu toute l'année à l'école. 5 d'entre eux sont rescolarisés et peuvent repartir après dans des structures non plus d'accueil collectif, mais dans des structures de prise en charge en accueil familial. Donc ça démontre que par l'innovation éducative, on peut faire un certain nombre de choses, et je crois que l'innovation, c'est vraiment l'un des facteurs extrêmement importants de la démarche de la LEFPA. Enfin, tout ça, il faut partager. C'est-à-dire que la LEFPA n'est pas une structure fermée, elle est une structure ouverte, et l'objectif est de partager, de faire partager aux autres associations, aux partenaires et à l'ensemble des gens avec lesquels on travaille, tout ce qu'on peut faire. On n'est pas propriétaire. On le fait cette année par 2 colloques.
On a un premier colloque qui a lieu le 21 janvier, la semaine prochaine, qui est le colloque du Conseil scientifique de la LEFPA, dont je salue le président, Jacques Dufresne et son équipe. Ce colloque, où il y a déjà plus de 70 inscrits, je crois, qui va se dérouler à l'IRTS. Ce colloque va faire travailler les gens sur vieillir avec son corps. C'est une vraie problématique sociétale. Et puis le deuxième colloque, celui du mois de juin, le 4 juin, dont l'affiche paraît maintenant, cette affiche qui a été réalisée par Dominique Macaire, de la société Stabili, qui est voisin de la LEFPA et partenaire de longue date. Ce colloque va porter sur le fait associatif du tout État à la monétarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on pense que les associations ont leur place, et elles ont leur place en tant qu'association, pour défendre des idées qui sont des idées humanistes. Une association ne doit pas devenir une entreprise capitalistique ordinaire. Une association doit être bien gérée, mais l'objectif, c'est la mission sociale et sociétale qui est portée par les conseils d'administration et les fondateurs de l'association. Partager, c'est aussi, tout au long de l'année, on aura des pastilles vidéo qui seront faites, qui sont aussi réalisées par Olivier Sarrazin, et qui, pour fêter cet anniversaire et pour engager l'avenir, vont parler de différentes modalités de prise en charge. Ce soir, on va vous en présenter deux, et on va surtout vous inviter à nous suivre sur la chaîne YouTube de la LEFPA, parce que régulièrement, de nouvelles vidéos vont apparaître sur des nouvelles typologies de prise en charge. Les deux premières que vous allez avoir ce soir, ce sont celles qui sont faites sur les classes externalisées, et l'autre sur le CER, à partir du CER exceptionnel que l'on a à Valenciennes, dans une péniche. On va vous montrer tout à l'heure ces vidéos, et je voudrais dire que c'est le lancement aussi de l'ensemble des manifestations pour les 60 ans, puisque nous sommes ici à la première réunion, et vous voyez que tout au long de l'année, avec le président, on va visiter l'ensemble de nos territoires et l'ensemble de nos réunions pour partager avec chacun des salariés, avec chacun des usagers et personnes accueillies de la LEFPA, ces 60 ans qui sont notre bel anniversaire. Enfin, pour conclure ce bref discours, je voudrais dire que ce que je voudrais pour cette année, c'est qu'elle soit plus humaine et plus bienveillante. Et que cette citation de Paul Morand nous reste dans la tête: le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers l'autre. Je vous invite à regarder.